C'est une frustration que quasiment tous les entraîneurs connaissent. La semaine d'entraînement est parfaite, les idées sont claires, les joueurs semblent avoir tout compris. Et puis, arrive le jour du match, et là, c'est la déconnexion. Le plan de jeu s'évapore littéralement. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs ou est-ce que c'est le symptôme d'un problème bien plus profond? Ce scénario, il est incroyablement parlant, n'est-ce pas? On met en place une nouvelle idée qui sur le papier est brillante, qui devrait vraiment faire progresser l'équipe, et au final, elle disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Toute l'énergie investie à l'entraînement semble s'être complètement évaporée sur le terrain. Le premier réflexe, c'est souvent de pointer du doigt un manque de concentration, peut-être de motivation. Mais et si le problème venait d'ailleurs? Si ce n'était pas une question de volonté, mais plutôt une question de méthode, la méthode d'apprentissage elle-même. Et si cet apprentissage, loin d'être un art un peu mystérieux, pouvait en fait être mesuré? Et voilà l'idée centrale qui change tout. Une analyse portant sur plus de 800 matchs révèle que l'apprentissage tactique d'une équipe, ce n'est pas du hasard, non, ça possède une structure, une courbe, et surtout, on peut le quantifier, le mesurer. Alors, voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va bien définir le problème, ensuite on verra comment le mesurer concrètement, puis comment adapter l'entraînement en fonction, et on terminera avec un petit audit pratique pour les entraîneurs. On attaque avec la première partie, le problème. Parce que ce qui ressemble à un simple oubli, c'est en réalité le signe qu'un système d'apprentissage, bien plus complexe qu'on ne le pense, ne tourne pas à plein régime. La question clé, c'est celle-ci. Comment on passe de la frustration à un diagnostic précis? Eh bien, il faut arrêter de se fier uniquement au ressenti et commencer à mesurer. Et pour ça, on va utiliser 4 indicateurs clés, 4 loupes pour décortiquer la manière dont une équipe apprend collectivement. Voilà nos 4 guides. Ces mesures vont nous permettre d'évaluer l'apprentissage sur la durée, la réaction de l'équipe sous pression, l'adaptation au profil des joueurs et même l'organisation de la semaine d'entraînement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On commence avec les 2 premiers indicateurs, ceux qui mesurent la performance sur le long terme et la capacité de réaction dans les moments chauds. Le premier indicateur, c'est la courbe d'apprentissage, ou LC. Le principe est simple. Quand on introduit une nouvelle idée tactique, est-ce que l'équipe s'améliore de match en match ou bien est-ce que l'idée stagne, voire se dégrade? C'est exactement ça que le LC mesure. Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est le fossé immense que ce tableau révèle. D'un côté, on a des équipes comme le Betis ou Marseille qui absorbent les nouvelles idées et progressent de façon visible. Et de l'autre, des équipes comme Burnley où l'apprentissage ne s'ancre tout simplement pas. D'un côté, l'entraînement se transforme en progression. De l'autre, c'est juste du temps perdu. Visuellement, c'est très clair. Pour une équipe qui apprend bien, la courbe monte en flèche après un changement. Pour une équipe qui apprend mal, la courbe fait du surplace ou pire, elle descend. L'investissement fait à l'entraînement se traduit par absolument aucune amélioration en match. Le deuxième indicateur, l'ARC, s'intéresse à la résilience. En gros, après un coup dur en plein match, un but encaissé, une expulsion, à quelle vitesse est-ce que l'équipe se réorganise et retrouve son plan de jeu? C'est une mesure de l'intelligence collective en temps réel. Ici, la performance de Holstein Kiel est carrément spectaculaire. En tant qu'équipe fraîchement promue, leur capacité à s'adapter ultra rapidement est un véritable mécanisme de survie. Juste derrière, Liverpool s'appuie énormément sur la communication entre les joueurs pour se corriger en direct sans même attendre les consignes du banc. Et là, on touche à une découverte cruciale de cette analyse. La stabilité favorise l'adaptation. Le fait d'avoir une organisation tactique de base, une sorte de port d'attache positionnel, ça donne à l'équipe un point de repère auquel se raccrocher quand la tempête frappe. Cette comparaison illustre ça à la perfection. D'un côté, Chelsea, avec une faible dérive de formation, a un socle, un point de référence clair pour se réorganiser. De l'autre côté, Fribourg, avec une dérive bien plus élevée, n'a pas cette base. Du coup, chaque choc crée encore plus de désorganisation. Bon, on a vu comment mesurer l'apprentissage à long terme et la réaction à court terme. Mais pour vraiment tout comprendre, il faut s'intéresser à la manière dont l'information est transmise aux joueurs. Et c'est justement l'objet de nos 2 derniers indicateurs. Le score LPS, lui, change complètement d'angle. On ne regarde plus l'équipe comme un bloc, mais on s'intéresse aux individus qui la composent. Comment est-ce qu'ils apprennent le mieux? Est-ce qu'ils sont plutôt visuels et ont besoin de la vidéo? Plutôt kinesthésiques et ont besoin de faire l'exercice? Ou alors auditifs et ont besoin d'entendre la consigne? Ce graphique nous montre que pour des équipes comme Ajaccio ou Clermont, qui ont une très grande diversité de profils d'apprentissage, une seule méthode d'entraînement ne peut tout simplement pas fonctionner. Une séance basée uniquement sur la vidéo, par exemple, va laisser de côté tous les joueurs qui ont besoin de ressentir le mouvement physiquement pour le comprendre. La conclusion pratique, elle est donc évidente. Il faut absolument varier les méthodes. Pour qu'une idée s'ancre vraiment dans l'esprit de tout le groupe, elle doit être présentée de plusieurs manières pour toucher tous les cerveaux, les visuels, les kinesthésiques et les auditifs.
Et enfin, le dernier indicateur, le TPA, s'intéresse au rythme de la semaine. Il s'agit de s'assurer que la charge de travail, qu'elle soit physique ou tactique, est parfaitement calibrée pour que les joueurs arrivent le jour du match au sommet de leur forme, ni épuisés, ni sous-activés. Ce tableau oppose très clairement les bons et les mauvais élèves. D'un côté, des équipes comme Nottingham Forest ou Gérone qui structurent leur semaine de façon très réfléchie pour produire une activation maximale le jour J. Et à l'inverse, d'autres équipes qui arrivent au match en ayant atteint leur pic physique 2 jours trop tôt. C'est un gâchis énorme. Ok, on a donc 4 indicateurs. C'est bien beau tout ça en théorie. Mais concrètement, comment on peut s'en servir sur le terrain? Eh bien, cette dernière section propose un audit tout simple et très pratique. Voici comment on peut transformer toute cette théorie en action. C'est un autodiagnostic en 4 questions très simples. Premièrement, est-ce que les idées tactiques prennent racine ou est-ce qu'elles disparaissent? Deuxièmement, est-ce que l'équipe plie ou est-ce qu'elle casse sous la pression? Troisièmement, est-ce qu'on parle toutes les langues d'apprentissage dans le vestiaire? Et enfin, quatrièmement, est-ce que la semaine est une rampe de lancement idéale pour le match ou un compte à rebours complètement raté? Et on termine avec cette question qui, au fond, résume tout. Le but, ce n'est pas seulement de faire des exercices. C'est de s'assurer que l'apprentissage est réel, qu'il est durable et qu'il se traduit par des performances concrètes sur le terrain. Alors, l'entraînement est-il un véritable enseignement ou une simple répétition sans lendemain?